du projet Tchad-Cameroun? Ils sont clairs. Les enjeux sur le plan géostratégique sont clairs. Lorsque vous regardez les enjeux d'abord liés à la déviation logistico-technique, parce que quand il y avait déjà un pipeline qui était tracé, je pense, et là maintenant, puisqu'il y a même eu une première cargaison qui a été faite. Effectivement. Tout à fait. Avec par jour près d'1 million de barils bruts. Ce jour-là, ça a été célébré. Donc nous tous, on était heureux de voir que le projet servait, en dehors de retombées financières, à réconcilier deux pays importants dans le cadre de la sous-région. Mais malheureusement, M. Talon, fidèle à lui-même, a allumé les brasiers qu'il n'arrive plus à éteindre. Donc aujourd'hui, ce projet est détourné, c'est-à-dire qu'on va le détourner, il ne passera plus par le Bénin, il va maintenant passer par le Tchad et le Cameroun. Donc c'est une signification. D'abord, ça pose un problème de sérieux du président Talon, sa capacité à tenir les engagements, parce que c'est un très grand projet, ça se chiffre dans des milliards de dollars, Madame Capel. Je ne sais pas, c'est 2,3 milliards de dollars d'investissement, investissement capitaux chinois. C'est pratiquement une espèce de désenclavement de plusieurs provinces, plusieurs villages dans les deux pays. C'est un potentiel transfert de technicité, de technologie dans le domaine pétrolier. Ce sont des milliers d'emplois créés, avec tout ce que ça aurait créé comme retombées indirectes et directes, Mme Capel. C'est de l'argent qui renflouerait les caisses de l'État, des deux pays, en particulier du Bénin. Et c'est de manière concrète, Mme Capel, un approfondissement de la diversification de nos partenariats. Parce qu'un des problèmes pour lesquels on se bat en Afrique, c'est de sortir de l'unilatéralisme géopolitique, géostratégique, dans lequel on a été confiné pendant des siècles par les Occidentaux et qui ne nous a rien rapporté, sinon de la misère, de l'indignité, et même en prime, un projet de recolonisation du continent. C'est grave, c'est très grave, Mme Capel. Donc, donc c'est un projet qui a de l'intérêt géostratégique. Je viens vous démontrer ça, ça renforçait la dynamique de diversification des partenariats. Lorsque vous avez des Chinois, des capitaux chinois qui investissent chez vous, sous réserve de s'assurer que ce ne sont pas des prêts, non, puisque le marché des capitaux dans le système financier est très complexe aujourd'hui. Il y a beaucoup de prêts, non. Mais comme ce sont des capitaux chinois, on a vérifié. Donc ça nous ouvre, c'était une opportunité non seulement pour le Bénin, mais en plus pour le Niger, de diversifier des partenariats, en levant une opportunité géostratégique par la présence chinoise. Donc, vous savez, un projet peut en cacher un autre. Et si les dirigeants sont intelligents, sur la base d'un projet, vous ouvrez un pipeline de projets, si vous êtes intelligent. Par le fait de votre capacité d'abord à tenir votre parole, à être sérieux. Le comportement de M. Talon, à tous les points de vue, ressemble à celui d'un voyou. Je dis un véritable voyou. D'abord, des plénipotentiaires représentant le projet ont été arrêtés. On ne sait pas ce que... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Arrêté et enfermé. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, vous avez signé un projet, mais des représentants de plénipotentiaires des partis arrivent, vous les arrêtez, vous les enfermez. Hein. Deuxièmement, vous insécurisez le projet. C'est quoi insécuriser le projet? Quand vous regardez, Mme Capel, le tracé, c'est 2000 km de long, mais voyons un peu le tracé, vous voyez. C'est-à-dire que ce soit du Niger, depuis le Bénin, ça traverse le pipeline Niger-Bénin, prend son départ de la station de Koulélé, première station, passe par Difa, Zinder, Maradi, Tawa, Tosso, et finit par atteindre la frontière Bénin-Niger. Au Bénin, le pipeline traverse les provinces d'Alibori, de Borgou, de Colline, du Plateau et la région de l'Ouémé. C'est-à-dire, vous regardez un projet comme ça, qui, de fait, crée un vaste corridor qui unit les deux pays. Donc, M. Talon a décidé de créer des conditions d'insécurité autour du projet en faisant du Bénin la base arrière de militaires français, des bases militaires françaises. Alors, il a nié au départ, mais maintenant, tous les députés béninois vous le disent, ils vous disent que non, qu'ils racontent des histoires. S'il y en a qui ne peuvent pas dire pour des raisons
bon, secret d'État ou d'intérêt du pays, c'est chacun selon son bord, mais il y en a qui le disent ouvertement, nous avons vérifié, ou le disent ouvertement. Donc, le Niger, qui est pratiquement en guerre contre la France, se retrouve avec, au nord du Bénin, des bases militaires françaises. Et qui, clairement, sont hostiles au Niger. Comment vous pouvez avoir un projet d'une telle envergure avec votre voisin? Vous avez pris des engagements et vous vous amusez à créer les conditions de sécurisation autour du projet et du projet. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que, en signant cet accord sur ce projet, M. Talon ne savait pas ce qu'il faisait. Il était sous. Il ne réfléchissait pas. Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de faire? Quand un État appose sa signature, comme ça, vous signez sur un projet, vous savez ce que vous faites? Donc, M. Talon a préféré aller jouer les vassaux et les marionnettes de la France, pour des raisons que nous connaissons d'ailleurs, parce qu'il est très dépendant de la France, très très dépendant, à titre même personnel, parce que les conditions qui l'ont amené au pouvoir font qu'il ne peut qu'être un valet de la France. M. Talon est au cœur d'un vaste projet, d'une vaste mafia nationale, qui porte sur près de 300 milliards. Et ces 300 milliards, Mme Capen, ouvrez vos oreilles, ce n'est pas de l'argent de M. Talon, ce n'est pas qu'il a fait un investissement, ou bien il a amené des partenaires. C'est le patrimoine de l'État du Bénin qui a été détourné. Et ces entreprises, le secteur public, elles sont retrouvées dans les mains de M. Talon. On ne sait pas pourquoi. Comment? Depuis Mathieu Kérékou, le Bénin enquête n'arrive pas à entrer dans cette voie. M. Talon, quand l'enquête démarre, il se réfugie en France. Il s'est réfugié en France. Pas ailleurs, en France. Et pour revenir au Bénin, dans quelles conditions est-il revenu au Bénin? Comment a-t-il négocié son retour alors qu'il pèse sur lui les soupçons d'avoir détourné un patrimoine public qui est évalué à plus de 200 milliards, Mme Capen. Et depuis ce moment, M. Talon est le vrai capot du Tutsi du Bénin. Il nomme les ministres dans tous les gouvernements qui ont précédé là, avant d'arriver au pouvoir. Et sans toutefois vous interrompre, hein, Président Bandakani, certains investisseurs africains, précisément béninois, qui sont en exil, soulignent le fait que toutes les entreprises béninoises sont privatisées, avec des chiffres à l'appui. Est-ce que selon vous, est-ce que c'est une aberration? Est-ce que c'est quand même des propos assez excessifs? Non, c'est pas... C'est vraiment fondé. Ce que je vous dis là, écoutez, vous croyez qu'on peut venir s'amuser? On ne vient pas s'amuser ici. Ce que je dis là, si M. Talon pense que nous affabulons, mais il n'a qu'à prendre son responsabilité. Je pense que sous la forme, il est le président du Bénin. Et si Afrique Média est une chaîne où on vient calomnier le président, ces gens peuvent se défendre. Mais ils ne peuvent pas se défendre pour le cas. Ce que je dis est vérifié. Monsieur, je vous dis que il faut bien... Vous le comprenez parce que ce qui se passe au Bénin. Si vous n'investiguez pas sur qui est M. Talon et la manière de s'être enrichi. Et tous les présidents du Bénin, en passant par le président Kérékou, en passant par le président Soglo, le président Laï Boni, peuvent vous dire, mais ce gars était devenu le patron du Bénin. C'est lui qui nommait pratiquement les ministres dans le gouvernement. Il faisait chanter tous les présidents. Alors la question c'est celle-ci. Comment M. Talon a fait sa fortune? Comment est-il arrivé au pouvoir? Comment l'a-t-il sécurisé? Quand il fuit, il va en France alors que ce matin qu'on a lancé de l'investigation sur cette question-là, à savoir comment le patrimoine public est devenu le patrimoine privé d'un individu. Il est revenu, dans quelles conditions est-il revenu au Bénin? Comment ça s'est passé pour qu'il devienne pratiquement le roi du Bénin? Mais Madame Capen, le président Talon n'est pas le premier dans ces cas de figure. Il a démontré que quand un homme d'affaires arrive au pouvoir, mais le pouvoir qu'il a en main lui sert d'abord à sécuriser ses investissements. Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais d'abord ça. Et la deuxième chose, c'est de fructifier ses investissements. Vous voyez donc, on est au carrefour, dans un carrefour extrêmement complexe où les intérêts privés de quelqu'un sont mis en concurrence avec les intérêts publics, les intérêts du pays. Dans quelle mesure on s'assure que dans de telles conditions, le concerné peut privilégier l'intérêt du pays au détriment de ses intérêts personnels?
Voilà le débat fondamental qui est au Bénin aujourd'hui. Et ce monsieur, donc, pour protéger sa fortune, mais quand il fait des alliances, quand il dit que bon, le Bénin c'est une alliance, c'est d'abord en fait lui Talon qui c'est une alliance, en mettant le Bénin devant. Et ça se voit donc pour le fait que le pays qui est au pouvoir, il s'est lancé dans les privatisations, donc de force son pèse, que ce soit une espèce de privatisation mafieuse, ou à la fin, il va se retrouver à la tête de ces entreprises avec ses partenaires, avec ses complices, qu'ils soient béninois, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient européens. C'est cela qu'il s'agit. Donc, au cœur de tout ça, donc, M. Talon se retrouve au centre d'un conflit géopolitique majeur, à savoir que le Niger a décidé de s'émanciper, de mettre fin à l'esclavage que la France impose au pays et à ses populations. Mais cette démarche du Niger, pour parler seulement du Niger, entre en conflit avec les intérêts de M. Talon et les intérêts du Bénin, parce que lui confond l'intérêt du Bénin à ses intérêts à lui. Voilà le fond du problème. Le monsieur n'est pas en mesure de tenir tête à la France, parce qu'on le tient, puisque je vous dis, quand on a commencé à investiguer cette affaire, il allait se cacher en France, et vous allez vous rendre compte que bon, Paris, champion du combat contre les biens mal acquis, n'a pas vu les biens de M. Talon. Allez comprendre ce que ça veut dire. Donc du coup, puisqu'il est tenu, il a joué à ce qu'il a joué, au point de mettre en péril les intérêts supérieurs de son pays. Voilà pourquoi les deux anciens chefs d'État se sont levés. Avant d'aller en visite au Niger, le président Sogo a fait une sortie ici concernant ce projet. Le président Yaïbouni, ils ont fait une sortie pour démontrer que c'est le Bénin qui perd. Ils ont démontré que, mais dans cette affaire, c'est le Bénin qui perd. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas sacrifier les intérêts du Bénin sur l'autel de vos intérêts personnels. Et ils ont fait ils sont engagés à faire une médiation. Quand ils sont rentrés, M. Talon les a reçus. Il les a reçus. Bon, depuis, on a commencé à voir l'espèce de danse bafia, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est-à-dire qu'un pas en avant, 3 en arrière, 3 en arrière, 2 devant, 2 et demi devant, 4 et demi en arrière. Donc, il est dans ce jeu-là. Et mais qu'est-ce que vous voulez? Les investisseurs, Madame Capel, vous savez que la loi fondamentale de l'investissement, c'est la rentabilité et le profit. Et le profit, c'est le temps. Mais ces gens n'ont pas le temps à perdre. Ils ont dit, écoutez, avec un type comme ça, qui ne sait même pas ce qu'il fait, qui n'est pas sérieux, il faut chercher à contourner cette affaire, il faut réorienter le tracé du pipeline pour sécuriser nos investissements. Voilà comment la piste tadio-camerounaise a commencé à être explorée sérieusement. Et moi, je vous dis, au fort début de la crise, il faut écouter l'interview du Premier ministre du Niger. Il a commencé déjà à dire ça, on pensait que c'était la blague. Ça ne faisait même pas 2 jours. Quand la crise a commencé, le Premier ministre du Niger, qui n'est pas quelqu'un qui a une certaine connaissance de ses circuits financiers, il a commencé à prévenir que le Niger va trouver une alternative. Et que ça ne manquait pas. Et directement, il a fait savoir que le Cameroun et le Tchad pouvaient servir d'alternative. Vous savez très bien qu'il y a déjà un tracé lié, n'est-ce pas, ce sont des affaires de Ndouma, ils connaissent ça mieux que moi, lié, n'est-ce pas, à Côte-Co, le pipeline, déjà. Bien sûr. Voilà, donc vous voyez que, c'est de cela qu'il s'agit. Donc on est là à la jonction de la géopolitique, à la jonction d'une géopolitique essentiellement personnelle liée aux intérêts d'un dirigeant, qui confond ses intérêts personnels avec ceux de son pays, et qui finalement se retrouve coincé et n'arrive plus à prendre une décision qui puisse sauvegarder non seulement les intérêts du pays, même de la sous-région. Donc, et qui du coup s'affaiblit sérieusement. Au-delà de cela, tout à l'heure le professeur Bellery l'a dit, nous suivons de très près l'anti-panafricanisme primaire de M. Talon. Je dis bien anti-panafricanisme primaire, nous parlons français. Sans être de français, évidemment. Ça nous fait sourire. Madame Capen, alors, je vous parle, des panafricanistes sont traqués matin, midi, soir au Bénin. Il suffit, quand on vous soupçonne d'être de près ou de loin attaché ou proche du mouvement panafricaniste, vous êtes sérieusement menacé. Quand on ne vous embastille pas, on vous menace. Nous tenons à témoigner ici à Mondo Vision notre solidarité aux panafricanistes du Bénin. Nous leur demandons de ne pas avoir peur. Monsieur Talon, fut-il président, est un nain face à la puissance du mouvement panafricaniste. Je répète, c'est un nain. Nain
par rapport à la puissance du mouvement panafricaniste. Et nous mettons en garde le président Talon. Il faut qu'il s'assure qu'il est en mesure d'affronter le mouvement panafricaniste. Moi, je le dis à mon vision. Moi, je commence toujours comme ça. Je commence toujours comme ça. Lorsque nous allons personnaliser le combat, c'est-à-dire nous allons le cibler à titre individuel, il ne tiendra plus. Il ne tiendra pas. Donc il faut cesser de menacer les panafricanistes au Bénin. À ce que je sache, ce n'est pas un crime d'être panafricaniste. À ce que je sache, ils n'ont posé aucun acte illégal au Bénin. Donc qu'ils reçoivent ici tout notre soutien, nos frères du Bénin, qui subissent les affres d'un anti-panafricanisme primaire, qui a décidé de tourner le dos à l'Afrique, qui s'enrichit en se moquant de l'histoire de l'Afrique, et qui, dans toutes ses sorties diplomatiques, fait honte au Bénin. Il crache sur l'histoire du Bénin. Parce que l'histoire du Bénin, là, ce n'est pas comme ça qu'il faut la représenter en diplomatie. Talon fait honte quand à chaque fois il est obligé d'insulter l'Afrique et les Africains. Parce qu'il veut incarner une voix originale qui n'a pour seule originalité que son enrichissement personnel et essayer de blanchir les milliards qu'il a acquis indûment. Donc nous dénonçons la chasse contre les panafricanistes au Bénin. Et nous mettons en garde le président Talon de bien se renseigner et bien prendre... Nous n'avons pas l'habitude de procéder par des sortes de menaces. Mais moi je prends ça sur moi. Nous n'allons pas rester comme ça, sans rien faire, et laisser M. Talon s'amuser à massacrer les panafricanistes au Bénin. À un moment donné, il nous trouvera sur son chemin. En tout cas, moi personnellement, il me trouverait sur son chemin. Et il ne s'en sortira pas. Parce que moi, mon arme qui est la parole, est souvent très tranchante. Elle est souvent très tranchante si je m'en prends à lui, ce monsieur. Donc, il est ce qu'il est. Le président l'ont choisi, les Béninois l'ont choisi à un moment donné. Nous avons dit ici, Mme Capen, que bon, ok, c'est le président du Bénin. Donc, je veux dire quoi? Un peu de respect pour lui. Voilà pourquoi nous nous sommes tués pendant un moment donné sur le Bénin. Parce qu'à l'époque, il fallait aller plus vite que la musique. Maintenant que les Béninois commencent à comprendre qui est leur président, nous disons les choses maintenant clairement. Donc, le Bénin qui est en train de perdre, de retomber d'un projet aussi géant, n'a qu'à s'en prendre à M. le Président du Bénin, qui a, on ne sait pas pour quelle raison, soit pour flatter Paris. Il est évident que ça c'est un aspect que, bon, ça ne s'attend pas dessus, mais c'est Paris. Paris a tout intérêt à saboter ce projet, Mme Capen. Parce que, vous savez, les retombées... Je vous ai dit, je crois que vous voulez que je chute. Non, c'était plutôt pour revenir sur un point que vous avez souligné, sur cette frayeur. Quand il est devenu président. Mais vous avez souligné que tout passe. Je voulais dire que, bon, vous êtes une grande journaliste, je comprends, vous voulez m'amener. Pour vous répondre, donc, il faut que je vous réponde. Je vais donc dire que non, si le Bénin devient infréquentable en termes d'investissement, sous réserve de ce que nous, panafricanistes, nous pensons ce qu'on appelle l'investissement étranger, c'est un autre débat. Mais on y est, on y est. Mais c'est à cause de M. Talon et sa politique. C'est ça la vérité. Madame Capen, non seulement on voit bien que le président n'a aucun projet sérieux pour le pays parce que les conditions actuelles du Bénin, le Bénin, ce n'est pas une économie, c'est une économie néocoloniale. Donc, en fait, quand on dit économie néocoloniale, ça veut dire qu'on fait tout là-bas, sauf de l'économie. C'est lui qui connaît l'économie. Et on reviendra si je dis une chose qui n'est pas claire, mais il ne me démentira pas. Je pense qu'on se connaît suffisamment sur ces choses-là. Donc, c'est une économie néocoloniale. Donc, en réalité, on n'y fait pas d'économie. Alors maintenant, vous avez l'opportunité, à cause des évolutions géopolitiques et géostratégiques et géoéconomiques qui travaillent le monde et sur lesquelles les panafricanistes ont anticipé, ont travaillé longtemps pour que l'Afrique ne soit pas en retard là-dessus, vous avez la possibilité d'élargir vos possibilités économiques, parce que j'appelle encore, une fois de plus, Mme Capen, un approfondissement de la diversification des partenariats. Parce qu'il y a un projet aussi géant qui est dans les mains d'un dirigeant conscient qui a de l'envergure. C'est-à-dire que vous allez élargir le projet. Ce n'est pas seulement se camper sur ce projet, non, c'est de dire que non. Il faut que le projet soit la porte à l'avènement de d'autres projets structurants qui vont booster le décollage économique de mon pays. Voilà la réflexion qu'on fait, c'est-à-dire le projet devient une opportunité. Ce n'est pas seulement une rente. On va ramasser les royalties, ce n'est pas seulement un projet qui va générer des royalties. Non.
au-delà des royalties et des retombées, directes ou indirectes, il est question de considérer que le projet-là, c'est une opportunité géoéconomique, géostratégique qui me permet de desserrer l'étau qu'il y a autour de mon pays, au niveau économique, et de saisir ça pour ouvrir les perspectives du Bénin. M. Talon n'a pas l'envergure pour réfléchir comme ça à ce niveau. Il n'a pas l'envergure. Donc, ces opposés panafricains qui sont en exil et qui dénoncent le fait que M. Talon veut transformer le Bénin en un petit royaume sur lequel il aura la main par sa puissance financière, c'est-à-dire que économique, parce qu'il aura, à la suite de ses mandats successifs, je vous rappelle qu'il avait dit un mandat, il avait insisté que c'est un mandat. Toute sa campagne a été basée sur un mandat. Vous n'êtes pas encore ici, désolé, mais je vous avoue que les archives sont là. Un mandat, il en a fait 2, il va en faire 3, il va en faire 4. Alors, d'après vous, le fait de passer d'1 à 2 et puis à 3, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il veut, en fait, Talon veut être le propriétaire de l'économie du Bénin. Mais ça, pas seul, avec ses amis mafieux. Et dans lequel vous trouverez la France comme d'habitude, Paris. Paris adore ce genre de situation. Dans la deuxième chose que je veux dire, par rapport pour approfondir ma réflexion sur cette question que vous soulevez, Madame Capen, moi, ça fait des années ici, je pose le problème de ce qu'on appelle un président. Il faut qu'on sache, il ne faut pas se mentir. Les Africains ont-ils des présidents? Ou bien il faut savoir ce qu'on met dans président. Parce qu'on peut appeler n'importe quoi président. Est-ce que les Africains ont des présidents? Est-ce que nous sommes des sociétés, au sens digne du mot? Parce qu'il faut qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle. À partir du moment où je vous ai dit, la meilleure façon de détruire un pays, c'est de placer n'importe qui à sa tête. Dès que vous réussissez à placer n'importe qui à sa tête, ou bien dès que vous ramassez des parvenus, des mafieux, des criminels, parce qu'il y a des criminels, des mercenaires, donc, il y a des criminels, il y a des mercenaires, il y a des mafieux et des parvenus. Voilà une typologie de président. Lorsque une de ces catégories de personnes arrive à la tête d'un pays, vous êtes mort. Parmi cette typologie, trouvez une place à M. Talon. Vous verrez que, de par sa nature, il n'est pas fait pour cette fonction. N'est-il pas excessif de le dire? Je vous démontre. Je vous demande, regardez son comportement. Comment peut-on aller de manière aussi primaire à l'encontre des intérêts fondamentaux de son pays? Comment? Dites-moi, comment on peut expliquer que M. Talon se soit amusé à ce que le Bénin perde ce projet géant? Est-ce que je peux rajouter? Bien sûr, vous pouvez m'aider. Oui. Naturellement. D'abord, pour montrer la bêtise de Talon, entre guillemets, parce que